Bon, je reviendrai sur Ensemble après, évidemment, en fin de mon introduction, que je ne veux pas forcément longue. Hein, j'ai pas mal de choses à dire, mais je pense qu'on a surtout pas mal de choses à partager et à débattre aujourd'hui dans une situation, c'est vrai, qui est difficile. En préalable, je voudrais dire que je suis très contente d'être là. Voilà. Je suis ravie quand les camarades m'ont dit « tu peux venir à Quimper puisque demain t'es à l'Annester ». J'ai dit oui de suite. Voilà. De toute façon, je me serais débrouillée dans mon emploi du temps. J'avais dit aux camarades que pour moi, cette campagne des européennes, elle était importante. Et je voudrais remercier tous les camarades qui ont fait campagne avec moi sur ce mois d'avril et ce mois de mai. C'était une campagne qui n'était pas facile, je repartirai de là, parce que, vous le savez comme moi, le contexte était déjà difficile, parce que tout était fait, en particulier par les partis institutionnels qui ont été au pouvoir ou qui sont au pouvoir, pour faire en sorte que cette campagne n'existe pas, qu'il n'y ait pas de véritable débat dans le pays, qu'il y ait surtout une volonté de cacher les enjeux que présentaient les élections européennes. Et donc c'était difficile, et moi je sais que j'ai trouvé dans l'ensemble des régions où je me suis déplacée des militants qui ont fait campagne, qui ont été formidables dans leur accueil. J'ai trouvé de la fraternité, de la solidarité, et en particulier en Bretagne, et je suis donc très très contente de revenir. Et si je peux revenir modestement, aider, apporter ma modeste contribution, je le ferai, je le referai avec beaucoup de plaisir. Alors, partir de ce qui est le constat d'une situation difficile, c'est un peu facile aujourd'hui, mais quand on regarde un petit peu 2-3 mois en arrière, après ces élections européennes, quelque part, à un moment donné, on s'est dit, y compris dans le front de gauche, pas nous ensemble, on s'est dit, il faut qu'on pose des vrais débats, il faut qu'on fasse un bilan d'étape pour voir ce qui s'est passé, parce que c'est vrai que les résultats du front de gauche, même en légère augmentation par rapport à la dernière élection européenne, ont été décevants, voilà, plus qu'insatisfaisants, ils ont été décevants. Et on a constaté qu'effectivement aujourd'hui, alors que je crois que le front de gauche incarne, en tout cas doit incarner cette alternative qu'on appelle tous de nos voeux, alors pas tout seul, évidemment, je vais y revenir aussi, eh bien, n'a pas su se montrer comme tel dans le cadre de ces élections. N'a pas su. Alors il y a des raisons objectives à ça. Je crois qu'il faut partir quand même des faits. On a depuis 2 ans et demi un gouvernement socialiste qui a continué de toute façon la politique libérale qui était déjà à l'œuvre, y compris, même pour moi qui ne se faisait pas d'illusions, hein, on était quand même assez nombreux en 2012, à avoir mis un bulletin Hollande dans l'urne pour chasser le petit gars à talonnette, et on ne se faisait pas trop d'illusions quand même. Mais il y avait effectivement autour de nous, on le sait tous, des collègues de boulot, des salariés, des chômeurs, des habitants des quartiers populaires, des jeunes, qui se disaient on va en finir peut-être avec cette politique qui nous a écrasés pendant tant d'années, hein, avec Chirac et puis avec Sarkozy. Et puis la débandade a été totale, et elle a été totale et très rapide. Et même moi, je vous disais qu'il ne me fait absolument aucune illusion, et qu'il ne me faisait aucune illusion sur la politique qu'allait mener François Hollande. Eh bien, j'arrive à être surprise par la rapidité à laquelle les mesures qui sont prises s'alignent les unes derrière les autres, contre la majorité de la population, et surtout en faveur d'une minorité de l'oligarchie financière, et surtout en faveur du MEDEF, que ce gouvernement sert maintenant sans complexe, hein, et l'assume. Hein, je vous rappelle les propos de Manuel Valls après l'épisode Valls 2 en septembre dernier. J'aime l'entreprise, j'aime l'entreprise, j'aime l'entreprise. Bon, il ne peut pas en dire autant des salariés, des chômeurs et des retraités. Quand il les aime, les chômeurs, c'est pour expliquer qu'il faut faire la chasse à ces chômeurs qui sont des assistés qui profitent du système. Ce sont des paroles, des mots, des actes qu'on trouvait, c'est vrai, dans la bouche, dans les actes de la droite. Donc il y a une réalité. Alors je ne dis pas ça pour me faire plaisir, je ne dis pas ça par sectarisme, je ne dis pas ça parce que aujourd'hui il serait simpliste de dire il y a une vraie gauche et puis il y a une fausse gauche. Non, c'est parce que c'est la réalité. C'est la réalité déconcertante, y compris pour des millions de gens. Voilà, la détestation aujourd'hui de ce gouvernement est telle qu'on peut craindre par ailleurs le pire dans les semaines, les mois et les années à venir, si effectivement on ne se construit pas, on ne se reconstruit pas à gauche du Parti Socialiste, mais résolument à gauche, en rupture avec le système et en rupture avec les politiques d'austérité, quelque chose qui empêche une catastrophe qui pourrait venir. Bon, cette catastrophe, vous la connaissez tous. C'est celle effectivement du danger de l'extrême droite. Et même si on a un retour de la droite sarkozyste, ça sera une droite extrême. Ça sera une droite extrême, et les digues entre cette droite extrême et l'extrême droite, elles sont tombées en réalité. Elles sont tombées. On a une confusion dans les thèmes, il n'y a pas de problème, hein, c'est parfois interchangeable. Et puis, dans l'électorat aussi. Hein, il
y a une partie de l'électorat aujourd'hui qui se portera sans difficulté aucune sur un candidat UMP et sur un candidat du Front National. Donc on a aujourd'hui des enjeux qui sont énormes. Et donc forcément, on le dit souvent, mais peut-être plus que jamais, des responsabilités qui sont extrêmement lourdes. Voilà. Qui sont lourdes et importantes, pas que pour nous, hein, pas que pour Ensemble, et même pas que pour le Front de gauche, mais pour tous ceux et toutes celles qui finalement disent on doit faire autre chose, on doit mener notre politique, on doit se battre, on doit résister, etc. Il ne s'agit pas que des partis politiques, il s'agit de syndicalistes, il s'agit de simples citoyens qui sont désorientés et qui veulent aussi des solutions et des débouchés politiques autres que ceux qu'on peut offrir aujourd'hui. Alors je dis la situation s'est aggravée. Bon, je ne vais pas faire un dessin sur les politiques d'austérité qui elles-mêmes entretiennent en fait la crise, hein, et creusent les déficits, et creusent évidemment le nombre, ou en tout cas augmentent le nombre de chômeurs dans ce pays. On a une politique qui a tellement été favorable, et qui est tellement favorable aux plus riches, aux plus puissants, que en contrepartie, c'est une politique qui est défavorable dans l'intérêt général. Bon, si vous faites des cadeaux fiscaux sans cesse au patronat, si vous ne prenez pas les mesures nécessaires contre l'optimisation fiscale, si vous ne prenez pas les mesures nécessaires contre l'évasion fiscale, si vous ne prenez pas les mesures nécessaires contre la fraude sociale organisée par les entreprises, ça se chiffre en centaines de milliards d'euros, et bien évidemment, forcément à un moment donné, vous avez des problèmes et vous videz les caisses et les budgets sociaux et les services publics. Ça va de soi. Et cette réalité-là, aujourd'hui, elle se voit. C'est pas simplement ce qui est à venir, c'est pas simplement des politiques qui vont avoir leurs effets dans quelques mois, ce sont des politiques qu'on vit déjà concrètement. Et on le vit par exemple, et je pense que c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a une certaine prise de conscience, on le vit dans les collectivités territoriales, on le vit dans les services publics, à l'hôpital, dans les établissements scolaires. Mon établissement scolaire, qui est une grande cité scolaire, va voter cette année à nouveau une baisse du budget, cette fois-ci pratiquement 20% de baisse par rapport à l'année dernière. Toujours plus d'élèves, 18 000 € en moins. Ce sont des choses qui sont concrètes, qui sont vécues par les salariés évidemment de l'éducation nationale, mais qui vont être vécues bien sûr, parce que ça aura des conséquences pour les élèves et leurs familles. Donc ça c'est du concret, ça existe, et puis les annonces vont être pires, vont avoir des conséquences pires. 11 milliards d'économies sur les collectivités territoriales entre 2015 et 2017, annoncées hier par Manuel Valls au Congrès des maires de France, en expliquant que de toute façon, droit dans ses bottes, il ne bougerait pas, et qu'il appliquerait cette politique, la seule, de son point de vue. Alors, je disais au début, il ne s'agit pas de dire il y a rien. Moi, je pense qu'effectivement, le Parti socialiste aujourd'hui est un parti qui n'est plus socialiste, qui n'est plus réformiste, c'est un parti sans réforme. C'est un parti qui s'adapte complètement au libéralisme parce qu'il a accepté, c'est peut-être pas nouveau, mais c'est maintenant très majoritaire en son sein, accepter l'idée que le capitalisme était un horizon qui était indépassable. Et que donc de toute façon, puisque ce capitalisme était un horizon indépassable, eh bien il fallait s'adapter et donc faire des propositions qui aujourd'hui permettent systématiquement de contenter la compétitivité, parler du coût du travail alors qu'on devrait parler aujourd'hui du coût du capital. Donc une politique qui n'a plus rien à voir, même avec des gouvernements qu'on pouvait décrier, nous, dans nos courants politiques, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans. Bon. Et cette politique, c'est celle de tous les partis sociodémocrates en Europe. Voilà. On est en train de rattraper, je ne sais pas si on peut le dire, de se schrodériser ou de se blairiser, on est en train de rattraper ces politiques-là, et en montrant, y compris encore à tort, l'Allemagne comme un modèle, parce qu'en fait la crise aujourd'hui touche l'ensemble des pays européens, et l'Allemagne commence à connaître des difficultés, parce que ces politiques d'austérité sont complètement démentes, c'est-à-dire qu'elles enfoncent encore plus les pays dans la crise. Alors on se dit parfois, oui, il faut le dénoncer. Il faut expliquer que ces politiques, elles ne marchent pas et qu'elles sont contre-productives. Mais quelque part, il y a une autre question qu'il faut qu'on se pose, et qu'on pose aujourd'hui en débat, c'est au fond, ces politiques-là, même si elles ne fonctionnent pas, n'empêchent pas pour partie les actionnaires de toucher leurs dividendes, et toujours plus, et permettent au fond de revenir à peu près sur tous les acquis sociaux qui avaient été gagnés de haute lutte, ou qui avaient été gagnés après 1945 dans pas mal de pays, et qui correspondaient alors au rapport de force du moment. Et on est en train de revenir là-dessus à peu près partout. Alors il y a des exceptions, je ne veux pas dresser un tableau apocalyptique, il y a des exceptions, mais dans des pays qui ont connu des politiques encore plus douloureuses, difficiles, brutales que celles que nous on peut connaître. Je pense bien sûr à la Grèce et à l'État espagnol. Et vous avez des mouvements là, et je ferai le lien avec aujourd'hui ce qu'il faut peut-être essayer de faire dans notre pays. Vous avez des mouvements là qui se sont construits, bon, d'une part à partir
de mobilisation. Je crois qu'il faut quand même le dire, c'est très important pour nous. Ensemble, je pense qu'on partage l'idée, mais pas que dans Ensemble, je pense aussi qu'on la partage au sein du Front de gauche. Les prises de position pour pouvoir inverser le rapport de force, elles sont multiples. Hein. Il n'y a pas que les élections, il y a aussi les luttes. Et les points d'appui, évidemment, ne sont pas à opposer. Syriza, effectivement, aujourd'hui, le premier parti. Hein. Il est donné vainqueur pour les prochaines élections, mais il s'est aussi appuyé sur des mobilisations concrètes dans le pays. Bon, des mobilisations qui ont eu lieu après des politiques de choc assez terribles. Podemos en Espagne, parce qu'il faut parler aussi de ce mouvement, qu'on regarde bien sûr avec beaucoup d'intérêt, surtout de Toulouse, de l'autre côté des Pyrénées. Podemos en Espagne est né aussi d'une mobilisation massive. Bon, et celle-ci est particulièrement intéressante par ailleurs. Les deux sont intéressantes pour aujourd'hui, pour le Front de gauche. Je crois qu'elles sont intéressantes et qu'il faut les analyser sans les magnifier, hein, sans dire c'est ça qu'il faut faire, etc. Les choses ne sont pas transposables. On n'a pas de mouvement d'indignés en France, par exemple. Mais il y a eu un mouvement des indignés, il y a eu le mouvement des places, hein, d'occupation des places dans l'État espagnol, qui ont fait qu'à un moment donné, les gens aussi ont décidé de s'organiser. De s'organiser, puis de franchir aussi un pas, de se présenter aux élections en disant nous, on a nous, on a des propositions alternatives aux politiques d'austérité que vous nous faites subir. Bon, on n'est pas dans cette situation, effectivement, dans notre pays. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résistance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résistance. Il y en a, mais elles ne sont pas aujourd'hui convergentes, ou elles sont souvent sur des problématiques locales. Les gens se défendent, voilà, les salariés se défendent, les salariés essaient de lutter contre les licenciements, essaient de lutter pour avoir, notamment dans cette période-là, des augmentations de salaire. Il y a des parents d'élèves qui se mobilisent avec des instituteurs, des professeurs des écoles partout en France aujourd'hui pour aller contre les mesures qui vont supprimer notamment des écoles en zone rurale. J'étais hier à Cahors. Il y a un mouvement formidable des parents d'élèves et des professeurs des écoles qui sont en train de se battre pour empêcher quelque chose qui est dramatique, c'est-à-dire la fermeture de 70% des classes en zone rurale, des classes de une ou deux classes dans les écoles, ce qui est assez fréquent hein, en réalité et dans tout Midi-Pyrénées. Bon, il y a des mouvements comme ça, il y a des mouvements aussi contre la suppression des REP, vous savez, ces zones, disons, prioritaires d'éducation qui permettaient d'avoir des moyens dans des quartiers difficiles, dans des quartiers populaires, pour que les enfants évidemment puissent aller à l'école dans des conditions qui soient les meilleures possibles. Ça, c'est aussi en train d'être supprimé. Il y a des mobilisations avec les parents d'élèves et les syndicats aussi d'enseignants. Mais il n'y a pas de convergence de tout ça, hein, il n'y a pas de globalisation de ces luttes. Il y a des luttes un peu particulières quand même qui aujourd'hui ont un écho national. Bon, bien sûr, c'est celle de Notre-Dame-des-Landes, hein, et je pense que c'est très très important. C'est peut-être une lutte, on peut espérer qu'il sera victorieuse, mais elle montre aussi un autre élément qui est fondamental pour nous, hein, je tiens à le dire, fondamental pour Ensemble, c'est qu'un projet politique alternatif doit être un projet écologique fort. On ne peut pas aujourd'hui continuer dans la logique actuelle du capitalisme, qui est un productivisme à tout va. Quoi que puissent en dire les socialistes au pouvoir, qui font des déclarations, vous allez voir ce que vous allez voir avec hier la conférence environnementale à l'Élysée, vous allez voir l'année prochaine à Paris, lors du sommet sur le climat, en expliquant que la France serait force de proposition, etc. En réalité, il y a les faits. Hein. Là aussi, il y a les faits. Il n'y a pas de transition écologique dans ce pays, il n'y a pas de transition énergétique, il n'y a pas la fermeture, je sais que ça fait débat entre nous, mais moi je le dis, il n'y a pas la fermeture de la centrale de Fessenheim, il n'y a pas envisagé une vraie transition. La loi de transition énergétique qui a été votée dernièrement à l'Assemblée est en deçà, vraiment très en deçà de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Je reviendrai sur ce qu'il faudrait faire en matière écologique et en matière d'emploi. Donc on est vraiment dans une situation où la planète elle brûle, où il y a les conséquences aujourd'hui qui sont palpables. Ce qui se passe en France, par exemple dans le sud, ce qu'on connaît depuis des mois, les gens bien sûr qui sont confrontés à ce type de problème climatique, qui en fait, disons, correspondent pour les médias à des faits divers, hein, ou à des images sensationnelles d'inondations ou de détresse humaine face à ces inondations. La réalité c'est qu'on a un réchauffement climatique qui a des conséquences concrètes aujourd'hui qui font qu'on doit repenser, y compris l'aménagement du territoire, l'urbanisation. Bon, et la concrétisation de ça, c'est ce qui se passe dans le sud-ouest, c'est ce qui se passe dans le sud-est, et ces fameuses inondations, ces pluies diluviennes. Pour habiter la région depuis longtemps, pour y être né, ce sont des choses quand même, y compris les anciens le disent, qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps, voire qu'on n'avait jamais vues.
Bon, il y a une réalité concrète qu'on est en train de vivre. Cette réalité est plus brutale quand on descend un petit peu plus au sud, dans les zones tropicales, où ce sont là, pour le coup, les peuples les plus parfois démunis, hein, les peuples qui sont dans des pays en voie de développement, qui sont en difficulté et qui sont confrontés, eux, à des phénomènes climatiques d'une violence rare et qui sont dus à l'activité humaine, en particulier dans les pays du Nord, aux États-Unis, par exemple. Bon. Donc, ces phénomènes climatiques, quand même, interpellent une partie de l'opinion et des citoyens de notre pays. Et je pense que la détermination, y compris l'élan de solidarité qu'il y a eu autour de Notre-Dame-des-Landes, l'explique. Tout comme, je vais dire quand même quelques mots, ce qui s'est passé, bien sûr, avec le barrage de Sivens dans le Tarn, où là, vous avez effectivement une mobilisation qui montre qu'il y a une prise de conscience qu'on ne peut pas continuer à faire tout et n'importe quoi avec notre écosystème commun. Voilà. Qu'on ne peut pas détruire des forêts entières, qu'on ne peut pas continuer à produire du maïs qui est très gourmand en eau, qu'on ne peut pas continuer avec l'agriculture productiviste, parce que c'est ce qui est défendu en réalité dans le projet du barrage de Sivens, c'est qu'aujourd'hui on a une opposition effectivement féroce entre une partie de la population et de ceux qui se battent pour protéger un écosystème et ceux qui pensent que de toute façon il faut continuer comme on faisait avant, produire toujours plus de maïs pour le bénéfice d'ailleurs d'une minorité d'agriculteurs, ce qu'on ne vous dit pas trop dans les médias, parce que ce n'est pas 80 agriculteurs qui seront intéressés par ce type d'ouvrage. En réalité, c'est une poignée et c'est parmi, bien sûr, les plus gros, bien évidemment. Ce n'est pas un hasard que vous ayez des agriculteurs bio, des paysans qui font autre chose en termes de culture, qui se retrouvent sur le site de Sivens à protéger le site. Bon. Donc, on a une prise de conscience qui est très forte. Et après, il y a, bien évidemment, une autre réalité, c'est que quand ces mouvements commencent à s'étendre, quand les résistances se font plus fortes, on a quelque chose aussi, alors qui n'est pas nouveau dans ces dernières années, qui n'est pas nouveau, mais qui est quand même assez nouveau sous un gouvernement socialiste, c'est-à-dire qu'on a un tournant autoritaire de l'État. On a une répression qui est assez terrible, que nous on vit à peu près toutes les semaines à Toulouse, avec des choses que moi j'avais pas vues depuis l'état d'urgence en 2005. Vous savez, quand il y avait eu les émeutes dans les quartiers suite à l'assassinat des deux jeunes des quartiers populaires. Donc on a quelque chose qui est assez effrayant de ce point de vue-là, et une abnégation totale du gouvernement qui nie opérer un tournant autoritaire, qui vante les mérites républicains des CRS et des gendarmes mobiles. Bon, et pour la première fois, pour moi qui suis rentrée en politique en 1986 contre De Vaquet, qui est le souvenir de la mort de Malik Oussekine, pour la première fois sur un mouvement social très fort, avec un gouvernement dit socialiste et dit de gauche, on a un mort. Voilà. Alors on peut s'inquiéter d'une chose par ailleurs, je crois qu'il faut aussi se le dire, c'est qu'on n'a pas eu suffisamment un mouvement unitaire de solidarité, capable peut-être d'entraîner beaucoup plus d'hommes et de femmes dans ce pays pour dire, bon, d'une part, halte à la répression, ça c'est le minimum, mais aussi, bon, halte à ces grands projets inutiles qui sont en train, effectivement, d'assassiner un petit peu plus toujours notre écosystème, la nature et l'environnement. Mais je crois qu'il faut qu'on ait en tête que c'est dans l'avenir que ces types de mobilisation autour de l'écologie vont se développer. Je suis convaincue que cette prise de conscience, elle est quand même de plus en plus forte. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà. C'est une bonne chose pour ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on veut se battre contre ce système-là, il faut articuler les questions sociales et les questions écologiques. Voilà. Elles sont très très liées les unes aux autres. Ça, c'est la première chose. Bon. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette période qui est difficile? Alors c'est vrai que, je vous disais, on s'est interrogé après les européennes et on a mis un certain nombre de choses à plat. Voilà. Je crois qu'il faut poursuivre l'inventaire, d'une part, et constater deux choses. La première chose, c'est qu'on ne reconstruira pas un outil politique, quel qu'il soit, j'y viendrai après, quel qu'il soit, on ne reconstruira pas un outil politique quel qu'il soit s'il ne rompt pas de manière définitive, d'une part, avec le social-libéralisme, je ne sais pas trop comment l'appeler parce que c'est aussi difficile d'utiliser le mot social dans social-libéralisme tellement ce gouvernement est peu social, et tant qu'on ne reprend pas non plus, parce que ça j'en suis convaincue, personnellement convaincue, avec une façon de fonctionner, de militer, d'organiser ou de proposer une manière de s'organiser à nos concitoyens qui soit différente, qui ne soit pas la même que celle qu'on connaît. Il y a un vieux mouvement ouvrier, voilà.
Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Il y a un vieux mouvement ouvrier, et on est aussi l'héritage, on est aussi les héritiers de ce mouvement ouvrier. On n'a parfois pas su comprendre comment il fallait s'organiser, ouvrir les portes et les fenêtres. On disait, par exemple, du front de gauche, on peut parler au moins du front de gauche parce qu'on y est tous. Il faut qu'on change de ce point de vue-là. À la fois donc, sur l'orientation politique, on ne peut pas monter sur le Titanic alors qu'il est en train de couler. Là, je le dis clairement et nettement, et je pense qu'on paie aussi les différentes, configurations qu'on a connues tous et toutes au municipal, qui brouillent les cartes. Et quand les gens vous disent « ne me parlez plus d'élections, ne me parlez plus de la gauche, c'est tous les mêmes, c'est tous des pourris », il faut leur dire non. La vraie gauche, c'est pas ça. Voilà. Il y a une autre gauche qui veut se construire. Il y a une autre gauche qui doit se construire. Et qui doit se construire avec vous tous. Voilà. Différemment, vous avez votre place, vous avez votre mot à dire. Vous avez le droit de décider, vous avez le droit de choisir, vous avez le droit de critiquer. C'est ça aussi qu'il faut changer. Si on ne vient pas sur ces deux axes essentiels-là, on ne construira rien de bon, de positif, on construira sur du sable. Et peut-être aussi qu'une des spécificités d'ensemble, je le dis sans orgueil ou vantardise, je pense que c'est d'avoir pris conscience de ça, qu'il faut s'organiser différemment et qu'il faut bien évidemment donner de l'espoir. Et donner de l'espoir, c'est rompre définitivement avec toutes les politiques d'austérité, qu'elles soient à l'échelle locale comme à l'échelle nationale. Et dire, une politique de gauche, c'est autre chose. Une politique de gauche, elle s'en prend aux revenus du capital. C'est cela qu'elle doit taxer. Une politique de gauche, elle crée des emplois et elle fait le nécessaire pour ça. Il faut un service public bancaire pour développer, par exemple, les emplois qui sont socialement et écologiquement utiles. Une politique de gauche, elle opère vraiment la transition énergétique et la transition écologique. Eh bien, elle crée aussi un service public des transports pour développer les transports en commun, pour avoir une politique, y compris de justice, donc sociale. Une politique de gauche, quand il faut, elle nationalise. Voilà, elle réquisitionne. Et quand il faut sauver Florange, elle le fait. Bon, une politique de gauche, elle considère aujourd'hui qu'il y a un problème avec nos institutions, un problème majeur, et que la démocratie, c'est pas simplement se déplacer pour mettre un bulletin dans l'urne chaque 5 ans ou 6 ans, c'est aussi pouvoir décider au quotidien, qu'elle ne s'arrête pas à la porte des mairies, la démocratie. Elle doit aussi exister dans les quartiers, elle doit exister dans les entreprises, elle ne s'arrête pas aux portes des entreprises. Elle doit donc donner plus de droits aux salariés, contrairement à ce qu'ont fait les socialistes en votant l'ANI. Rappelez-vous, au printemps 2013, qui détricote le code du travail. Voilà, elle donne plus de droits aux salariés. Une politique de gauche, dès qu'elle arrive, quand elle veut vraiment être de gauche, eh bien elle donne des droits à tous ceux qui les réclament de manière légitime. Elle tergiverse pas 6 mois pour accorder le mariage pour tous. Elle donne le droit de vote au minimum, parce que moi je suis pour le droit de vote à toutes les élections, au minimum aux élections locales, aux étrangers sur notre territoire qui participent de la vie donc, de ce pays. C'est ça une vraie politique de gauche. Politique de gauche, elle dit aujourd'hui il faut travailler moins et travailler tous, donc il faut réduire le temps du travail. Ça aussi, ça sera efficace pour lutter contre le chômage. Une politique de gauche, elle interdit les licenciements boursiers. C'est ça une politique de gauche. Ça, on peut faire. C'est une question de volonté politique. Quand on ne le fait pas et qu'on fait tout le contraire, c'est qu'on a décidé de faire la politique pour une minorité et pas pour l'intérêt général, pas pour le collectif, pas pour la majorité, pas pour les salariés, pas pour les retraités, etc. Bon, cette politique-là, on peut la porter, on peut la défendre. On n'écrit pas une page blanche, mais on a des propositions, on les met au débat, on les soumet, et aujourd'hui, il faut reconstruire. Voilà, il faut redonner de l'espoir. C'est vrai que cet espoir, il s'est porté, il y a 2 ans, sur le front de gauche. Et le front de gauche n'a pas su relever le défi qui était devant lui. Il faut qu'on se le dise aussi, il faut être honnête en politique, sinon ça ne marche pas. Le front de gauche n'a pas su relever le défi qui était devant lui, et y compris, il a fait des bêtises. Je ne parle pas en termes simplement d'orientation au municipal. Donc quand on a posé la question de moment, faisons le bilan et faisons l'inventaire, on a dit que le front de gauche devait être un outil politique dans lequel l'ensemble de nos concitoyens, syndicalistes, militants associatifs ou pas, pouvaient se retrouver. Pouvaient se retrouver sans être encartés au Parti communiste, sans être encartés au Parti de gauche, sans être encartés ensemble. Ou dans les petits groupes qui existaient avant la constitution d'ensemble. Donc il fallait, je disais tout à l'heure, ouvrir les portes et les fenêtres. Qu'on pouvait trouver des modalités, ensemble y réfléchir pour que les assemblées citoyennes puissent se réunir et vivre régulièrement, pour qu'elles puissent faire adhérer des gens qui se retrouvaient avec ce que racontait en 2012 Jean-Louis Mélenchon dans le cadre de l'Humain d'abord.
qu'ils puissent aussi, ces hommes et ces femmes, élaborer avec des membres de partis politiques. Bon, il y a des partis en Europe qui ont fait ça. Au Portugal, le Bloco fait ça. Syriza a fait ça aussi. Il y a des gens qui ont adhéré à Syriza, mais au départ, c'est le regroupement de partis politiques. Donc, je ne dis pas qu'il faut suivre escalité comme ça les exemples qui sont donnés, mais des pistes étaient possibles à envisager quand on pose la question sur quel outil politique aujourd'hui, de quel outil politique aujourd'hui nous avons besoin. Ça, c'est essentiel dans la période. J'espère que le débat demain qui aura lieu à la Fête de l'Humanité, mais je suis même persuadée qu'il portera aussi sur ces questions-là, il abordera cette question de comment on s'organise, quel outil politique. Bon, maintenant, moi, je n'ai pas la prétention, et j'espère que c'est le cas de l'ensemble du Front de gauche, de penser que c'est que le Front de gauche qui peut être effectivement l'alternative politique à construire. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut évidemment élargir le champ. Voilà, et qu'il faut proposer à tous ceux qui pensent, à tous ceux et toutes celles qui pensent qu'on doit combattre les politiques d'austérité, donc amener à résister à ces politiques. Je pense par exemple qu'il faut être investi dans le collectif 3A, vous savez, Alternative à l'austérité, qui avait organisé les manifestations le 15 novembre dernier. Je pense qu'il faut continuer, bien sûr, à investir ce collectif et à mobiliser quand il propose des initiatives pour faire prendre conscience à l'ensemble de la population qu'il y a des gens qui refusent les politiques qui sont à l'œuvre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut proposer à l'ensemble des forces de gauche, à l'ensemble des militants, à l'ensemble des citoyens, des hommes et des femmes de ce pays qui veulent se battre, eh bien, aujourd'hui, l'idée qu'une alternative peut être construite. Alors, c'est vrai qu'on a pris des chemins un petit peu divers et différents pour y arriver. Le parti de gauche a lancé en début d'année scolaire, là, en septembre, son mouvement pour la 6e République. Tout à fait légitime qu'un parti politique lance un mouvement ou fasse une proposition ou prenne une initiative, c'est son choix et sa liberté, c'est tout à fait normal. Je regrette simplement que ce mouvement n'ait pas été d'abord proposé à tout le Front de gauche et que ce ne soit pas aussi une initiative de tout le Front de gauche, parce que je crois que ce débat qui avait déjà été porté, rappelez-vous, en mai 2013 avec une mobilisation considérable, finir avec les institutions de la 5e République, porter la 6e République, portait déjà dans le Front de gauche cette idée-là et l'idée qu'il faut un autre régime politique. Nous, on le qualifiait de république, régime politique, donc une république sociale, démocratique et écologique. On y mettait un contenu qu'on était prêt à discuter, bien évidemment, avec tout le monde. Mais je crois qu'on aurait pu porter ce débat et puis cette initiative ensemble. Bon. Mais je pense qu'il faut aller au-delà, parce que la question de la 6e République, d'abord, c'est pas une question institutionnelle pour moi. C'est une question démocratique, c'est une question donc beaucoup plus large qu'un problème d'institution. On va pas remplacer, le problème n'est pas remplacer des institutions par d'autres, mais de voir comment il y a effectivement un véritable élan citoyen avec une constituante, avec des décisions démocratiques qui donnent à ce pays des moyens d'agir et surtout d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire la démocratie par et pour le peuple. La démocratie, c'est ça que ça veut dire. Non, pas simplement une démocratie représentative. On sait les limites de cette démocratie représentative. Parce qu'il faut parler aussi de tout cela, du statut des élus, de qui c'est qui dirige, de qui c'est qui décide quand un choix est fait dans une institution, qu'elle soit locale ou nationale. On a notre mot à dire. Voilà, l'exemple parfait, c'est la présidence du Conseil général du Tarn qui explique à la majorité, voire à l'unanimité, les conseillers généraux ont décidé du barrage de Sivens. Pour autant, ont-ils raison? Non. Bien sûr que non. Ils peuvent se tromper, nos élus. Ils peuvent dire des choses qui ne vont pas. Ils peuvent prendre des décisions qui ne conviennent pas à la majorité. Bon, est-ce qu'il y a eu un débat public? Non. Est-ce qu'on a été demandé l'avis des habitants? De certains, oui, mais pas d'autres. Donc la démocratie, quand même, elle est interrogée à l'aune de ce qu'est aujourd'hui cette 5e République vieillissante et pourrissante. Donc, c'est très important. La 6e République, c'est important comme débat, mais ce qui est important, c'est de poser la question de la démocratie. Et plus largement, aujourd'hui, donc, de l'alternative politique. De l'alternative politique. Alors, nous, on fait une proposition qui, aujourd'hui, a été faite à l'ensemble du Front de gauche, mais qui a été faite aussi à l'ensemble des forces de gauche qui critiquent la politique du gouvernement, qui s'en détachent, qui s'en éloignent, et ceux qui, déjà, la contestent depuis longtemps. Il y a eu mercredi 25 novembre, donc une première réunion à Paris, de ce qu'on appelle les assises de la gauche de transformation sociale et écologique. Donc on s'adressait à tout le monde, y compris à ceux qui, au Parti Socialiste, je vais quand même en dire quelques mots, se prénomment les frondeurs,
où regroupe les différents courants, on va dire, de la gauche du Parti Socialiste aujourd'hui, qui pour certains sont sortis du gouvernement, on peut critiquer et dire qu'ils l'ont fait assez tardivement, et puis qui décident parfois de voter en commun lors de certains votes à l'Assemblée, comme sur le budget, et qui jusqu'alors se sont abstenus donc, sur ce type de vote. Bon, il n'y a pas d'ostracisme, voilà. Il n'y a pas d'ostracisme, on débat avec tout le monde, mais il faut clarifier les choses quand même. Voilà. Si on dit qu'on veut construire une alternative politique, c'est en rupture avec ces politiques-là. Sinon, écoutez, ça n'a aucune crédibilité, aucune utilité, aucune efficacité auprès de ceux et de celles qu'on veut convaincre, c'est-à-dire des millions de gens. Voilà. Donc, débattons, mais soyons clairs. La base de départ est celle-là. Sont des politiques, donc, alternatives à l'austérité. Et pour un outil politique qui réunisse l'ensemble de la gauche de transformation sociale et écologique. Je crois que c'est clair. Peut-être que la délimitation peut paraître brutale, moi je la trouve déjà assez large. Et par ailleurs sont venus à cette réunion, par exemple, les représentants d'Europe Écologie Les Verts, qui ont eux aussi quitté le gouvernement et critiqué un certain nombre de mesures qui ont été prises. Là aussi on peut critiquer, ont quitté le gouvernement assez tardivement, mais ils l'ont fait. Donc discutons avec tout le monde et voyons comment on peut construire. Mais l'idée, c'est pas de rester à une initiative de sommet. L'idée, c'est pas de rester à une réunion qui se réunira, je sais pas, chaque semaine ou chaque 15 jours à Paris, avec toujours les mêmes. C'est pas ça l'intérêt de l'initiative. L'initiative, elle doit se démultiplier partout sur le territoire. Nous, ce qu'on propose dans le cadre du Front de Gauche, et c'est vrai que c'est Ensemble au départ qui a l'initiative de cette proposition, c'est de dire dans tous les départements, dans toutes les villes où on peut le faire, proposons donc et commençons des débats donc, autour de ces assises de la gauche de transformation sociale et écologique, avec tous ceux et toutes celles qui veulent aujourd'hui refonder une vraie gauche dans le pays. Il n'y a pas d'exclusif, il n'y a pas d'ostracisme, mais il est clair qu'il n'y a aucun attelage et que ça n'a rien à voir avec le social-libéralisme. Là-dessus, nous sommes très clairs. Donc, il y avait du monde à cette première réunion, avec un constat que je suis en train de tirer là, c'est-à-dire assez douloureux de la situation politique et sociale dans ce pays. Il n'y a pas de mouvement de masse et d'ampleur et de résistance sociale, ça c'est vrai. C'est quelque chose d'ailleurs qui manque dans la période, parce que nous on croit qu'on doit marcher sur deux jambes. Il y a peut-être effectivement des points d'appui dans les élections, mais il y a aussi des points d'appui dans les résistances et les mobilisations sociales. C'est essentiel, parce que c'est une manière aussi de prendre en main son destin pour des milliers, voire des dizaines de milliers de gens. Donc on est bien conscient de ça, mais commençons par faire cela, et à proposer donc qu'on organise ces assises ouvertes à tout le monde. C'est-à-dire que le but, c'est qu'il y ait le maximum d'individus, d'hommes et de femmes qui viennent discuter et débattre. Voilà, qui se réapproprient le débat politique et le débat démocratique, qui viennent dans ces assemblées pour apporter aussi leur vision des choses, ce qu'ils voudraient voir mettre en œuvre, et puis surtout qu'ils deviennent acteurs et actrices de ce mouvement. Ça, c'est l'idée que nous avons. Elle est ambitieuse. Elle ne va pas être simple à mettre en pratique, en réalité. Ça, on en est bien conscient aussi. Mais il faut essayer. Il faut aujourd'hui essayer, parce que la situation est telle que, alors là, pour le coup, sans catastrophisme, mais soyons réalistes, on a des enjeux, j'ai dit tout à l'heure, qui sont énormes. On a un danger, voilà, de l'extrême droite dans ce pays. C'est la première fois qu'on discute de manière presque sérieuse de l'idée que Marine Le Pen puisse se retrouver au deuxième tour avec un score beaucoup plus fort que celui obtenu par son père en 2002 aux élections présidentielles prochaines. Bon, et les points d'appui du Front National ont été multipliés cette année, dans les élections municipales, dans les élections aussi européennes. Bon, et soyons honnêtes, on a quand même très peur qu'il fasse carton plein entre les cantonales et les régionales. Donc on a un devoir de s'entendre, mais s'entendre, c'est pas sur n'importe quoi, et c'est pas pour faire n'importe quoi, et c'est pas pour faire n'importe comment. Voilà. Il faut, je crois, rompre avec des habitudes d'appareil qui consistent à penser que les choses viennent d'en haut et que les gens, quand ils se réunissent pour débattre, mais qu'ils ne peuvent pas décider. Il faut rompre avec cette idée-là. Voilà. C'est quelque chose que nous, ensemble, on veut y compris s'appliquer. Voilà, parce que pour venir à cette question-là, on a, et pour finir sur Ensemble, on a constitué ce groupe avec les idées que je viens de développer là. Si on se retrouve, d'abord, la preuve en est qu'on peut se retrouver dans une organisation, dans un mouvement, en venant d'histoires politiques complètement différentes. Or, n'exagérons pas non plus complètement différentes, on se retrouvait quand même sur beaucoup de combats communs, bien évidemment. On se retrouvait sur les résistances sociales, on se retrouvait généralement dans les grèves, dans les luttes, ça va de soi. Mais chez nous, il y a des anciens trotskistes, toujours trotskistes, il y a les camarades qui viennent de la phase, des alternatifs, etc.
Et on se retrouve pour faire quelque chose de commun. Ça veut dire que c'est possible. Et ce que nous, on dit et qu'on voudrait voir venir dans le pays comme type d'outil politique et d'organisation politique, on essaie quand même de se l'appliquer à nous-mêmes. Voilà, d'essayer de construire avec vous tous et vous toutes, et de faire en sorte qu'il y ait une vraie vie politique dans les comités qui sont certes modestes pour le moment, mais qui commencent à se structurer un petit peu partout dans notre pays. Et puis, on a une étape qui est pour nous très importante, un peu fondatrice, qui sera notre assemblée générale de fondation du mouvement, fin janvier, donc 2015. Donc on a bien sûr des perspectives à la fois internes, mais on a aussi de l'ambition pour le Front de gauche. On pense qu'il faut le faire vivre, cet outil-là, même s'il est en difficulté aujourd'hui, et même si parfois on a des obstacles dans notre propre Front de gauche, il faut les surmonter, mais aussi des ambitions pour pouvoir travailler, œuvrer à la recomposition d'un outil politique dans ce pays, vraiment à gauche, et qui permette de porter de l'espoir pour des millions d'individus. Voilà, alors moi ce que je peux vous dire pour conclure en tout cas mon introduction, c'est que je souhaite bon courage à mes camarades d'ensemble de Quimper et du Finistère, que j'espère que tous ceux et toutes celles qui veulent construire ensemble, encore une fois, ces résistances sociales et cette alternative politique qui est essentielle pour notre pays, qui est aujourd'hui essentielle pour la gauche radicale dans son ensemble, et bien que vous aurez envie de rejoindre ce mouvement, de faire un bout de chemin avec lui, et ma foi, bien sûr, de construire quelque chose qui sera peut-être un outil porteur d'espoir pour nous tous. On en a bien besoin. J'espère qu'on ira vers des chemins un petit peu plus ensoleillés qu'ils le sont actuellement, mais bon, comme vous savez, le pessimisme est peut-être d'actualité, mais je crois que la volonté aussi peut être optimiste et qu'il faut que nous soyons volontaires, que nous soyons convaincus, que nous soyons solidaires et que nous continuons la lutte comme on l'a toujours fait.